L'atmosphère dans le salon privé était si lourde d'échecs qu'on aurait pu la goûter. D'un côté de la table, Julien Dubois, le PDG milliardaire d'un empire technologique chancelant, son visage un masque d'orage. De l'autre, le patriarche d'une dynastie italienne, un homme qui détenait la clé du salut de Dubois, semblant profondément insulté. Un accord de 2,5 milliards d'euros s'évaporait sous leurs yeux. Tout cela à cause d'un seul et simple problème. Le traducteur qu'ils avaient engagé était un imposteur. Et personne d'autre dans la pièce ne parlait un mot d'italien. L'affaire était morte. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la discrète serveuse qui débarrassait leurs assiettes à pain était sur le point de tout changer. Elle détenait un secret qui allait soit tous les sauver, soit la faire renvoyer sur le champ. Le salon privé du restaurant Le Sanctuaire ressemblait moins à une salle qu'à une chambre forte. Les murs étaient lambrissés d'un acajou sombre et intimidant, du genre qui avait absorbé un millier de secrets chuchotés et de négociations hostiles. Un unique et monstrueux lustre en cristal pendait au-dessus de la table, sa lumière captant les perles de sueur qui se formaient sur le front de Marc Fournier. Il était le vice-président senior des acquisitions de Julien Dubois. Et à cet instant, il aurait souhaité que le lustre se détache et lui accorde une fin rapide et miséricordieuse. De l'autre côté de la table se trouvait leur trophée, leur salut, leur bourreau, Signor Vittorio Bellini. C'était un homme taillé dans du marbre italien ancien, avec une tignasse de cheveux argentés et des yeux qui avaient vu l'ascension et la chute de gouvernement. Son entreprise, Bellini Meccanica, était un bastion de l'ingénierie de l'ancien monde, la dernière entreprise familiale détenant la technologie brevetée de microforgeage dont Dubois Innovation avait désespérément besoin. L'accord, baptisé Projet Odyssée, valait 2,5 milliards d'euros. Mais pour Julien Dubois, il était inestimable. C'était la différence entre voir son entreprise s'envoler vers la prochaine décennie ou être dépecé et vendu à la pièce. Julien Dubois lui-même était assis en bout de table, dégageant une aura d'immobilité prédatrice si intense qu'elle semblait courber la lumière autour de lui. Il n'avait pas bâti son empire technologique, Dubois Innovation, sur la patience. Il l'avait bâti sur une efficacité brutale, une prévoyance stupéfiante et une intolérance absolue à l'incompétence. Et en ce moment même, tout le poids écrasant de cette intolérance était dirigé contre un seul homme, David Tran. David était le traducteur, engagé auprès d'un cabinet linguistique de premier ordre. Son CV se vantait d'une maîtrise de 5 langues, l'italien étant son joyau de la couronne. Mais l'homme qui bafouillait actuellement une simple salutation n'était pas l'homme du CV. « Signor Bellini », commença David, la voix une octave trop haut. « Monsieur Dubois, molto felice, il est très heureux d'avoir, questo ». L'expression de Signor Bellini ne changea pas, mais son fils Marco, assis à côté de lui, grimaça. Marco parlait un anglais fonctionnel, mais son père, le patriarche, l'homme dont la signature était la seule qui comptait, ne parlait que sa langue maternelle, un dialecte toscan spécifique, lyrique. Il considérait comme un signe de respect que l'on s'adresse à lui dans cette langue. C'était la musique de son âme, le code de son héritage, et il attendait des autres qu'ils fassent au moins l'effort de trouver la bonne clé. L'entendre massacrer était une offense personnelle profonde, une insulte non seulement à lui-même mais à des générations de Bellini avant lui. Les doigts de Julien Dubois tapaient un rythme silencieux et menaçant sur la table. Toc, toc, toc. C'était un son que Marc Fournier en était venu à associer à une catastrophe imminente. C'était le métronome de l'apocalypse. « David », dit Dubois, sa voix un grognement sourd qui trancha l'attention. « Dites-lui que le projet Odyssée n'est pas seulement une fusion. C'est une synthèse de la tradition et de l'innovation. Son héritage, notre technologie, un nouvel avenir. » David déglutit difficilement, sa pomme d'Adam faisant des soubresauts. Il se tourna vers Bellini. « Progetto Odyssea ». Il marqua une pause, cherchant ses mots comme un enfant cherche des cailloux dans une rivière trouble. « Non è solo una fusione. È una bella cosa per la tecnologia e la famiglia. » La traduction était si grotesquement simpliste, si insultante de puérilité que même Marc, qui ne parlait pas un mot d'italien, ressentit une honte fantôme. C'était comme décrire la Joconde comme un « joli portrait d'une dame ». C'était réduire une symphonie complexe à une comptine jouée sur un xylophone pour enfants. Les yeux de Signor Bellini se plissèrent. Il murmura quelque chose à son fils dans un italien rapide et fluide. Marco répondit, l'air contrit, avant de se tourner vers le côté français de la table. « Mon père », dit Marco avec précaution, choisissant ses mots comme s'il traversait un champ de mine, a le sentiment que la gravité de cette proposition n'est peut-être pas communiquée de manière efficace. Ce fut le moment où le silence commença. Pas seulement une absence de bruit, mais une pression active, suffocante. Le visage de David Tran était passé de pâle à un rouge marbré et mortifié.
Il ouvrit la bouche, mais seul un cliquetis sec en sortit. Il se noyait, et il les entraînait tous avec lui dans sa chute. Le martèlement des doigts de Dubois cessa. Lentement, délibérément, il posa ses paumes à plat sur la table et se pencha en avant. Le regard dans ses yeux était terrifiant. C'était le regard d'un homme qui avait personnellement licencié plus de 5000 personnes au cours de sa carrière et qui avait savouré chaque instant. « Marc », dit Dubois, sa voix trompeusement calme, ce qui était infiniment plus effrayant que des cris. « Vous aviez une seule mission. Trouver quelqu'un qui puisse parler la langue. Est-ce que c'est ça? Cet homme est-il en train de parler la langue? » Julien. Ses références étaient impeccables. Je me fiche de ces références. Ce qui m'importe, ce sont les 2,5 milliards d'euros qui sont en train de foutre le camp parce que cet homme a l'air d'un touriste de première année avec un guide de conversation. Signor Bellini parla de nouveau, une phrase plus longue, plus énergique, sa main fendant l'air avec un air de finalité. Puis il se leva. Marco se leva avec lui, le visage sombre. « Qu'est-ce qu'il a dit » exigea Dubois, ses yeux forant David. David Tran avait l'air sur le point de s'évanouir. « Je ne suis pas sûr. Le dialecte est, très spécifique. Je crois qu'il a dit que le repas n'était pas satisfaisant. » Marco Bellini soupira, un son de profonde déception. « Non, » corrigea-t-il, sa voix teintée de givre. « Mon père a dit que si vous ne pouvez pas prendre la peine de lui montrer le respect élémentaire d'une conversation cohérente, alors vous ne respectez manifestement pas l'œuvre de sa vie, et il ne confiera pas son héritage à un homme qui le tient en un tel mépris. Cette réunion est terminée. » Les mots « cette réunion est terminée » flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Le visage de Julien Dubois, qui avait été un masque de fureur contenue, commença à se contorsionner en quelque chose de bien plus dangereux. Son empire tout entier, son héritage, s'effritait en poussière à cause d'une bévue linguistique. C'était une absurdité si profonde que c'en était presque une agression physique. Signor Bellini ajusta sa cravate, un geste d'une dignité impeccable qui ne servait qu'à souligner le chaos total du côté français. Il fit un dernier signe de tête sec et se tourna pour partir. Son fils le suivit, sa mallette se refermant avec un bruit. D'une finalité déchirante. « Arrêtez-les » siffla Dubois à l'adresse de Marc Fournier, qui était figé sur sa chaise. « Faites quelque chose. » Marc se releva en se dépêchant, sa chaise grinçant contre le sol poli. « Signor Bellini, s'il vous plaît. Un malentendu. Nous pouvons. » Il s'interrompit, réalisant qu'il n'avait aucune solution. Que pouvait-il faire? Mimer les subtilités d'une fusion technologique de plusieurs milliards d'euros? C'est à ce moment précis de décomposition qu'Amélie Russo entra dans la pièce. Pour les hommes présents, si tant est qu'il ait remarqué, elle n'était qu'un élément du décor. Une serveuse, jeune, peut-être à la fin de la vingtaine, avec des yeux sombres et fatigués, et des cheveux tirés en arrière dans un chignon strict et fonctionnel. Elle portait l'uniforme noir et amidonné du restaurant, et dans ses mains, elle tenait un plateau d'argent pour débarrasser les corbeilles de pain intactes et les verres d'eau. Ses mouvements étaient silencieux, efficaces, conçus pour la rendre invisible. Durant les 20 dernières minutes, tout en servant le salon privé adjacent, Amélie avait entendu le désastre se dérouler. Les bribes de conversation étaient un accident de voiture au ralenti. Elle avait entendu l'italien maladroit et scolaire de David Tran, une langue dépouillée de son âme et de son rythme. C'était l'italien d'un académicien, stérile et formel, totalement inutile pour converser avec un homme comme Vittorio Bellini, dont le discours était imprégné des idiomes et de la poésie terrienne de la campagne toscane. Puis elle avait entendu la propre voix de Signor Bellini, nette, élégante et teintée d'une irritation qui se transformait rapidement en dégoût. Et c'était une voix qu'elle reconnaissait. Pas l'homme lui-même, mais la cadence, la musique même de ses mots. C'était l'italien de son grand-père. C'était la langue de son enfance, parlée au-dessus de marmites de daube du dimanche qui mijotaient, et en ponçant des meubles anciens dans un atelier poussiéreux. Elle vit les deux Italiens atteindre la porte. Elle vit la panique sur le visage de Marc Fournier et la rage volcanique qui montait en Julien Dubois. Elle vit le traducteur, David Tran, regarder ses chaussures comme s'il espérait que le sol l'avale tout entier. Tout en elle hurlait de rester invisible. De faire son travail, de débarrasser la table et de rentrer chez elle dans son minuscule appartement et la pile de factures sur le comptoir de sa cuisine. S'impliquer n'était pas son travail. C'était dangereux. Le directeur, un homme sévère nommé Jean-Pierre, la renverrait en une seconde pour avoir outrepassé ses fonctions. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin du maigre salaire et des pourboires en espèces qu'elle cachait dans un bocal pour les médicaments de sa mère. Mais alors, Signor Bellini s'arrêta à la porte et dit une dernière chose par-dessus son épaule à son fils, un dernier envolasse. Lascia perdere, Marco. Questi francesi non hanno anima.
solo calcolatrici. Laisse tomber, Marco. Ces Français n'ont pas d'âme, seulement des calculatrices. Le mot frappa Amélie comme un coup physique. Ce n'était pas seulement l'insulte envers les Français. C'était la profonde tristesse dans sa voix, la complainte d'un artisan qui voyait son art traité comme une marchandise. C'était exactement le même sentiment que son propre grand-père, un maître ébéniste, avait exprimé une centaine de fois avant que son atelier ne fasse faillite. À cet instant, quelque chose en elle se brisa. C'était un puissant cocktail d'indignation, d'empathie et de la pure frustration exaspérante de voir sa propre expertise cachée rester inactive pendant que des imbéciles détruisaient des fortunes. Sa vie était une histoire de potentiel inexploité, d'un esprit brillant piégé par les circonstances. Elle avait un diplôme en linguistique et en histoire de l'art de la Sorbonne qu'elle ne pouvait même pas mettre sur son CV, car cela la faisait paraître surqualifiée pour les emplois subalternes qu'elle pouvait obtenir. Elle parlait 4 langues couramment, et elle passait ses journées à demander aux gens s'ils préféraient de l'eau plate ou gazeuse. Le risque était énorme. L'humiliation, le chômage. Mais l'alternative restait là à ne rien faire, laisser cet homme repartir en se sentant si complètement incompris, laisser ses propres compétences s'atrophier en silence, lui parut soudain bien pire. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Ses mains tenant le plateau d'argent tremblaient légèrement. Julien Dubois, dans un dernier acte de désespoir, se leva enfin, sa voix tonnant. 50 millions. J'ajouterai une prime à la signature personnelle de 50 millions d'euros, signor Bellini. Un geste de bonne volonté. Marco traduisit l'offre. Son père ne se retourna même pas. Il secoua simplement la tête et attrapa la poignée de la porte. C'était maintenant ou jamais. Le plateau dans les mains d'Amélie cliqueta lorsqu'elle le posa sur une crédence voisine. Le son était aigu, déplacé, et il fit tourner toutes les têtes dans la pièce vers elle. Jean-Pierre, le directeur, se matérialisa depuis l'ombre du couloir, son visage un nuage d'orage. « Que signifie ceci » siffla-t-il. « Retournez à vos tâches. » Amélie l'ignora. Ses yeux étaient rivés sur le dos du costume élégant et sur mesure de Vittorio Bellini. Elle prit une profonde inspiration, puisant dans une voix qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années, une voix qui n'appartenait pas à une serveuse, mais à la petite fille d'un artisan florentin. Et elle parla. Les mots quittèrent ses lèvres, non comme une supplique, mais comme une affirmation. Ils étaient clairs, respectueux, et résonnaient avec la cadence authentique et chantante de Florence. Signor Bellini, la sedia di suo nonno non era fatta di calcoli, ma di legno e cuore. Forse questo affare può essere la stessa cosa. La pièce, qui avait crépité de tension, fut plongée dans un silence instantané et profond. Chaque son cessa. Le bourdonnement de la climatisation, le cliquetis lointain de la cuisine, la respiration même des hommes semblait s'être arrêtée. La main de signor Bellini se figea sur la poignée de porte en laiton. Il ne se retourna pas immédiatement. Il resta parfaitement immobile, comme si les mots eux-mêmes avaient un poids physique qui se posait sur ses épaules. La phrase qu'Amélie avait prononcée était simple, mais elle portait des couches de signification qu'aucun traducteur d'entreprise n'aurait jamais pu espérer transmettre. Signor Bellini, la chaise de votre grand-père n'était pas faite de calculs, mais de bois et de cœur. Peut-être que cet accord peut être la même chose. C'était une réponse directe à son commentaire, pas d'âme, seulement des calculatrices. Elle reconnaissait ses valeurs, faisait référence à l'honneur de l'héritage, la chaise de votre grand-père, et recadrait toute la négociation non pas comme une transaction froide, mais comme un acte de création, d'artisanat. C'était une phrase qui parlait sa langue dans tous les sens du terme. Julien Dubois la dévisagea, la mâchoire pendante d'incrédulité. Qui était cette fille? La serveuse. Il regarda d'elle au dos rigide de Bellini, une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir, s'allumant dans les profondeurs glaciales de son esprit. Marc Fournier avait l'air d'avoir vu un fantôme. David Tran, le traducteur déchu, s'était recroquevillé dans le coin, essayant de se fondre dans le papier peint. Jean-Pierre, le directeur, se reprit le premier. Il se dirigea d'un pas vif vers Amélie, le visage violet de rage. « Amélie, vous êtes renvoyée. Sortez de cette pièce immédiatement. Mes plus sincères excuses, messieurs. » Il tendit la main pour saisir son bras, mais avant qu'il ne puisse la toucher, signor Bellini se retourna lentement, délibérément. Il ignora Dubois, ignora son fils, ignora tout le monde. Ses yeux vifs et intelligents, qui avaient été froids et dédaigneux, étaient maintenant remplis d'une curiosité brûlante. Il regarda directement Amélie, l'étudiant, comme on pourrait étudier une œuvre d'art rare et inattendue. Il parla, sa voix n'étant plus tranchante, mais un grondement bas et interrogateur. « E lei, chi è, ragazza, che parla con la voce di casa mia? » « Et vous, qui êtes-vous, jeune fille,
pour parler avec la voix de chez moi? Avant qu'Amélie ne puisse même formuler une réponse, l'esprit de Julien Dubois, une machine conçue pour identifier et saisir les opportunités, avait redémarré. Il vit le changement dans le comportement de Bellini. Il vit l'ouverture. Il ne savait pas ce qu'elle avait dit, mais il savait que cela avait fonctionné. Comme une clé dans une serrure dont il ignorait même l'existence. Il fit un pas en avant, levant une main vers le directeur bredouillant. « Jean-Pierre. » La voix de Dubois était comme de l'acier. « Taisez-vous. » Pas un mot de plus. Jean-Pierre se figea, la bouche bée. L'autorité pure dans la voix de Dubois était absolue. Dubois tourna ensuite son regard vers Amélie. Son expression était indéchiffrable, un mélange de choc, de suspicion et d'un intérêt prédateur. « Vous, dit-il, la voix basse. Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Le courage d'Amélie, qui avait brillé si fort, menaçait maintenant de l'abandonner. Elle se tenait au centre d'un vortex de pouvoir, une simple serveuse qui venait d'interrompre une négociation de plusieurs milliards d'euros et de défier publiquement son patron. Mais ensuite, elle regarda Signor Bellini et vit dans ses yeux non seulement de la curiosité, mais une lueur de respect. C'était suffisant. Elle redressa sa colonne vertébrale. « Je lui ai dit, dit-elle, sa voix claire et stable, son français aussi précis que son italien, que vous avez une âme. Je lui ai juste dit que vous ne parlez pas sa langue. » Elle se tourna ensuite vers Vittorio Bellini, laissant un Julien Dubois stupéfait dans son sillage, et répondit à sa question dans le même italien impeccable et chaleureux. Il mio nome è Amelie Russo, signore, e la voce di casa sua è anche la voce della mia famiglia. Mio nonno era un artigiano di Firenze. Mon nom est Amélie Russo, monsieur. Et la voix de votre pays est aussi la voix de ma famille. Mon grand-père était un artisan de Florence. Un changement subtil et profond se produisit sur le visage de Vittorio Bellini. Le nom Russo, associé à la mention de Florence, résonnait en lui. Il fit un pas en arrière vers la table, ses yeux ne quittant jamais Amélie. Son fils Marco observait l'échange, un lent sourire d'incrédulité se dessinant sur son visage. L'affaire n'était plus terminée. La réunion n'avait pas pris fin. Elle renaissait ici même, entre les mains d'une serveuse que personne ne connaissait. La dynamique de la pièce avait été irrévocablement brisée et se reformait maintenant autour d'un nouveau centre de gravité improbable, Amélie Russo. Elle n'était plus un fantôme en uniforme. Elle était le seul conduit par lequel la communication, et donc l'intégralité de l'accord de 2,5 milliards d'euros, pouvait circuler. Signor Bellini fit un geste gracieux vers la chaise qu'il venait de quitter. « Signorina Russo, prego, accomodatevi. » S'il vous plaît, mademoiselle Russo, asseyez-vous. Il l'invitait à la table, non seulement pour parler, mais pour s'asseoir. Amélie hésita une fraction de seconde. C'était une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Jean-Pierre, le directeur, avait l'air de pouvoir faire un anévrisme, mais un seul regard glacial de Julien Dubois le cloua au mur. Avec une profonde inspiration, Amélie tira une chaise, non pas l'un des sièges principaux, mais une légèrement en retrait de la table. La position d'une interprète, pas d'une négociatrice, et s'assit. Dubois, saisissant l'élan, se rassit en bout de table. « Très bien, mademoiselle Russo, » dit-il, sa voix purement professionnelle, mais avec une nouvelle nuance de respect. « Recommençons. » dit à Signor Bellini. Il marqua une pause, repensant son approche typiquement agressive. Il regarda Amélie. « Non, demandez-lui. Demandez-lui quelle est sa principale préoccupation. Pas sur les chiffres. Sur l'âme de son entreprise. » C'était la première fois que Dubois utilisait le mot « âme » dans une négociation. Amélie se tourna vers Bellini. Elle ne se contenta pas de traduire mot à mot les paroles de Dubois. Une machine aurait pu faire ça. Au lieu de cela, elle agit comme une véritable interprète, comprenant l'intention et le contexte culturel derrière les mots. Monsieur Dubois comprend que votre entreprise n'est pas seulement une affaire, mais un héritage. Il souhaite savoir, du cœur d'un fondateur à un autre, quelle est votre plus grande crainte en envisageant cet avenir commun. L'utilisation de « du cœur d'un fondateur à un autre » était son propre ajout. Elle recadrait Dubois, le faisant passer de prédateur d'entreprise à père, un créateur, tout comme Bellini. Vittorio Bellini se pencha en avant, ses mains noueuses reposant sur la table. Il commença à parler, et cette fois, ses mots n'étaient ni vifs ni dédaigneux. Ils étaient un torrent de passion, d'inquiétude et d'histoire. Il parla pendant près de 5 minutes, sa voix montant et descendant, ses mains sculptant des formes dans l'air. Il parla de son père, qui avait fondé l'entreprise avec un seul tour après la guerre. Il parla des 100 familles de son village en Toscane qui dépendaient de l'usine. Il parla de la fierté de voir le tampon Bellini sur une pièce de machinerie, une marque de qualité indestructible,
pas de jetables produits en série. Il craignait qu'un géant américain de la technologie ne voie ses ouvriers comme des numéros sur une feuille de calcul, ses usines comme des actifs à démanteler, et son héritage comme un nom de marque à poser sur des produits de qualité inférieure. Il craignait l'effacement de l'identité de sa famille. Amélie écoutait attentivement, la tête penchée, absorbant non seulement les mots, mais l'émotion qui les sous-tendait. Elle ne prenait pas de notes. Elle n'en avait pas besoin. Elle intériorisait tout son être. Quand il eut fini, un silence attentif s'installa. Dubois la regarda, son impatience, pour une fois, contenue par une curiosité brute et désespérée. Amélie se tourna vers lui. « Signor Bellini n'est pas préoccupé par l'argent », commença-t-elle, sa voix calme et autoritaire. Il est terrifié à l'idée de devenir un fantôme. Il a dit que son père n'a pas construit Bellini Meccanica avec du capital risque. Il l'a construite de ses propres mains pour nourrir ses voisins après la guerre. Il y a 100 familles qui travaillent pour son entreprise depuis 3 générations. Il ne les voit pas comme des employés, mais comme sa famille élargie. Il a peur que Dubois Innovation voie ses artisans comme des postes superflus et ses usines comme des inefficacités. Il dit qu'il peut encore sentir l'odeur de l'huile et de l'acier sur les mains de son père quand il rentrait le soir, et il a peur que vous ne remplaciez cela par l'odeur de l'antiseptique et des lettres de licenciement. Sa peur est que vous achetiez le corps de son entreprise, mais que vous jetiez son âme. La pièce était silencieuse. Marc Fournier fixait Amélie, abasourdie. La clarté et la puissance de son interprétation étaient stupéfiantes. Elle n'avait pas seulement traduit les mots, elle avait transmis l'essence même des craintes du vieil homme. Son histoire, son profond sens des responsabilités. Pour la première fois, Julien Dubois comprit vraiment. Toute sa stratégie avait été erronée. Il avait abordé la question avec des chiffres, avec la synergie, avec la disruption du marché. Il avait essayé d'acheter une entreprise. Il réalisait maintenant qu'il devait courtiser une famille. Il regarda Amélie, puis Bellini. « Dites-lui, » dit Dubois, sa voix plus douce maintenant, dépouillée de son arrogance habituelle. « Dites-lui qu'il a raison d'avoir peur. La plupart des entreprises comme la mienne feraient exactement cela. Mais je n'ai pas appelé mon entreprise Global Tech Corp ou Synergie, INC. Je l'ai appelée Dubois Innovation, du nom de mon père, qui était un ingénieur raté mais un brillant rêveur. Il bricolait dans notre garage avec des idées qui n'ont jamais abouti. Mais il m'a appris que la qualité d'une chose est le reflet du caractère de la personne qui l'a construite. Je ne veux pas effacer le nom Bellini. Je veux le mettre à côté du mien. Bellini Dubois. La tradition et l'avenir. Dites-lui que je ne veux pas licencier ses artisans. Je veux qu'ils apprennent à mes ingénieurs ce que signifie construire quelque chose qui dure un siècle, pas seulement un trimestre fiscal. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent légèrement. Elle se tourna vers Bellini et commença à parler. Son italien était maintenant comme de la musique, tissant l'honnêteté brute et inhabituelle de Dubois en un récit d'héritage et de respect que le vieil italien pouvait comprendre. Elle utilisa des analogies qu'il apprécierait, comparant la fusion de leurs entreprises à la greffe d'une nouvelle branche forte sur un vieil olivier vénérable. Au fur et à mesure qu'elle parlait, l'expression de Vittorio Bellini se transforma. La suspicion fondit, remplacée par une considération profonde et réfléchie. Il vit la vérité dans le message, une vérité qui avait été totalement perdue dans la traduction auparavant. Il vit une lueur d'un esprit apparenté chez le PDG français impitoyable. Un esprit qui avait été enfoui sous des couches d'armure d'entreprise. Il murmura quelque chose à Amélie, ses yeux toujours fixés sur Dubois. « Qu'est-ce qu'il a dit » demanda Dubois. Amélie sourit faiblement. « Il veut savoir quel était le nom de votre père. »« Arthur » répondit Dubois, une lueur de souvenir dans ses yeux. « Arthur Dubois. » Amélie relaya le nom. Signor Bellini hocha lentement la tête, comme pour le graver dans sa mémoire. Il regarda ensuite Amélie, une nouvelle question plus personnelle dans ses yeux. « E il suo, signorina Russo, suo nonno di Firenze, come si chiamava ?»« Et le vôtre, mademoiselle Russo, votre grand-père de Florence. Comment s'appelait-il » La question, bien que simple, changea une fois de plus l'atmosphère. Ce n'était plus une négociation. Cela ressemblait plus à une interrogation de l'histoire, une connexion de fils disparates qui s'étendait à travers les océans et les générations. Tous les yeux étaient tournés vers Amélie, le pivot inattendu, tenant ensemble cette nouvelle compréhension fragile. « Le nom de mon grand-père, » dit Amélie, sa voix s'adoucissant d'un mélange de fierté et de vieille tristesse, « si chiamava Enzo. Enzo Russo. » Elle prononça le nom d'abord en italien, en réponse directe à Signor Bellini. Une étincelle de reconnaissance jaillit dans les yeux du vieil homme, une lueur faible mais certaine. Il se pencha légèrement en avant, l'incitant à continuer.
Amélie repassa au français pour le bénéfice de Dubois et de son équipe, mais son regard resta fixé sur Bellini. Il s'appelait Enzo Russo. C'était un ébéniste. Pas un célèbre. Il avait un petit atelier sur la via de Ginori, non loin de la chapelle des Médicis. Il ne fabriquait pas de meubles pour les rois ou les papes. Il en fabriquait pour les gens. Des tables de cuisine où les familles mangeraient pendant 50 ans, des berceaux qui accueilleraient 3 générations de bébés, des armoires qui gardaient l'odeur du parfum d'une grand-mère longtemps après sa disparition. Il disait que son travail consistait à construire les témoins silencieux de la vie des gens. Pendant qu'elle parlait, une image vivante se forma dans l'esprit de toutes les personnes présentes. Il pouvait presque sentir l'odeur de la sciure et du vernis, voir les mains calleuses d'un vieil artisan travaillant tard dans la nuit sous une seule ampoule nue. Elle ne se contentait plus de traduire. Elle racontait une histoire, sa propre histoire. Et c'était une histoire qui reflétait celle de Bellini dans ses thèmes d'héritage, d'artisanat et de dignité tranquille. Que lui est-il arrivé? Demanda Julien Dubois, sa voix douce, un ton si étranger à ses collègues que c'en était presque choquant. Une ombre passa sur le visage d'Amélie. Le monde a changé, dit-elle simplement. La production de masse, les meubles en kit. Les gens voulaient des choses bon marché et rapides, pas des choses construites pour durer. L'atelier a lutté pendant des années. Mon père a essayé de le maintenir à flot après le décès d'Enzo, mais les dettes étaient trop lourdes. Nous l'avons perdu. Nous avons tout perdu. Nous sommes venus en France pour un nouveau départ quand j'avais 16 ans. Elle fit une pause, reprenant son souffle. J'ai étudié la linguistique et l'histoire de l'art à la Sorbonne. Je voulais travailler dans un musée pour préserver le genre de savoir-faire que mon grand-père incarnait. Mais ma mère est tombée malade. Les frais médicaux, eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis doué pour porter 3 assiettes chaudes à la fois. La confession flotta dans l'air, témoignage brutal et poignant du gouffre entre le talent et l'opportunité. Elle était l'incarnation vivante de ce que Bellini craignait. Un héritage démantelé, un patrimoine dilapidé, un esprit brillant contraint à un travail subalterne par le calcul brutal de l'économie moderne. Vittorio Bellini la dévisageait, son visage un masque de concentration intense. Le nom Enzo Russo, la via de Ginori, l'histoire de l'atelier. Tout cela bouillonnait derrière ses yeux. Il se tourna lentement vers son fils Marco et parla d'un ton bas et urgent. Marco écouta, ses propres yeux s'écarquillant d'étonnement. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, et sa mâchoire tomba. Il montra l'écran à son père. Le vieil homme hocha la tête, une confirmation lente et sombre. « Mon Dieu !» souffla Marco, regardant de son téléphone à Amélie. « Signorina Russo. » Amélie. Tout le monde se pencha. De quoi s'agissait-il? Marco regarda son père, qui fit un léger signe de tête presque imperceptible. Il accordait la permission de partager un morceau d'histoire. « Mon grand-père, » commença Marco, sa voix remplie d'admiration, était un jeune homme après la guerre. Sa famille avait tout perdu. Il était en apprentissage chez un mécanicien, mais il n'avait pas ses propres outils. Il ne pouvait pas se les permettre. Il y avait un ébéniste qui avait un atelier près du sien. Cet ébéniste a vu l'ambition de mon grand-père. Il a vu ses mains, des mains d'artisan. Pendant 6 mois, cet homme a laissé mon grand-père utiliser son atelier la nuit, gratuitement. Il lui a donné des chutes de bois pour s'entraîner. Quand mon grand-père a finalement obtenu son premier gros contrat, il ne pouvait pas se permettre le tour dont il avait besoin pour le réaliser. Cet ébéniste, il a co-signé un prêt pour mon grand-père. Il a mis sa propre entreprise en difficulté en jeu pour un jeune homme qu'il connaissait à peine. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Cet ébéniste, dit Marco, ses yeux croisant ceux d'Amélie, était votre grand-père, Enzo Russo. Il est la raison pour laquelle Bellini Meccanica existe. Mon grand-père a raconté cette histoire à mon père une centaine de fois. N'oublie jamais la bonté du menuisier, disait-il. Nous pensions que sa lignée avait disparu après la fermeture de l'atelier. Nous avons essayé de vous retrouver. La révélation fut un coup de tonnerre. C'était un rebondissement si profond, si totalement incroyable, que cela semblait sorti d'un roman. Julien Dubois s'adossa à sa chaise, complètement abasourdi. Marc Fournier resta bouche bée. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des larmes montèrent à ses yeux, brouillant les visages autour d'elle. Son grand-père, un homme dont elle se souvenait comme d'une figure silencieuse et vaincue dans ces dernières années, avait été un faiseur de rois. Son simple acte de gentillesse, une note de bas de page dans l'histoire tragique de sa famille, était la graine dont tout l'empire Bellini avait germé. Vittorio Bellini se leva. Il contourna la table, non pas pour partir, mais pour se diriger vers elle. Il se tint devant elle, le grand patriarche de l'industrie italienne, et il posa une main douce et burinée sur son épaule.
Il regarda Julien Dubois, puis parla, la voix étranglée par l'émotion, ses paroles adressées à Amélie, mais destinées à tout le monde. Dica a quest'uomo, commencati-il, che la mia azienda non è in vendita. Dites à cet homme que mon entreprise n'est pas à vendre. Un éclat de glace transperça le cœur de Julien Dubois. Après tout ça, il allait quand même refuser? Amélie leva les yeux vers Bellini, confuse, le cœur brisé. Mais les yeux du vieil homme n'étaient pas froids. Ils étaient chaleureux. Il continua de parler, terminant sa pensée. L'expression d'Amélie passa du désespoir à une incrédulité totale et radieuse. Elle se tourna vers Dubois, les larmes traçant maintenant des chemins sur ses joues. Il a dit, traduisit-elle, la voix tremblante, que son entreprise n'est pas à vendre. Il dit qu'on n'achète pas la famille. Il dit que c'est un cadeau qui doit être uni. Il a une condition pour la fusion. Juste une. N'importe quoi, souffla Dubois, son avenir tout entier suspendu à ses prochains mots. Il dit que l'accord, le projet Odyssée, se poursuivra, dit Amélie, à la condition que le partenariat Bellini-Dubois ne soit pas un partenariat de 2 entités, mais de 3. Bellini, Dubois et Russo. Il veut que vous me donniez un siège au conseil d'administration. Un siège au conseil d'administration. Les mots résonnèrent dans la salle au mur d'acajou, réarrangeant l'univers connu. C'était une offre si loin du domaine du possible que, pendant un instant, personne ne sut comment réagir. L'esprit de Marc Fournier refusa tout simplement de traiter l'information. Une serveuse incroyablement douée et historiquement importante, mais une serveuse néanmoins, se voyait offrir un siège à la table d'une société transatlantique de plusieurs milliards d'euros. Julien Dubois, cependant, n'était pas comme la plupart des gens. Son esprit, qui fonctionnait à la vitesse de la lumière, avait déjà traité la demande, analysé ses implications et compris sa brillance. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas un geste sentimental. C'était un coup de maître diplomatique de la part de Vittorio Bellini. En plaçant Amélie Russo au conseil d'administration, Bellini ne se contentait pas d'honorer une vieille dette. Il intégrait un traducteur culturel permanent, un pont vivant, dans l'ADN même de la nouvelle entreprise. Il s'assurait que l'âme qu'il avait si peur de perdre aurait un gardien permanent. Elle serait la gardienne de l'Alliance, la voix du pays, comme il l'avait appelée. C'était une décision d'une sagesse profonde et d'un génie stratégique. Dubois regarda Amélie. Il vit son visage stupéfait, strié de larmes, son uniforme de serveuse qui semblait maintenant un costume ridicule, et il vit au-delà. Il vit l'intellect aiguisé, la prouesse linguistique, la profonde intelligence émotionnelle qui l'avait sauvé de la ruine. Il vit la descendante d'un homme dont le caractère avait littéralement bâti des fortunes. Il était venu ici chercher un brevet technologique. Il avait trouvé un atout humain 1000 fois plus précieux. Il n'hésita pas. Il n'eut pas besoin de consulter son conseil d'administration ou ses avocats. Un homme comme Julien Dubois n'arrivait pas là où il était en passant par des comités. Il y arrivait en reconnaissant les moments charnières et en agissant avec une conviction absolue. Il se leva, sa silhouette imposante commandant la pièce. Il regarda directement Vittorio Bellini et fit un signe de tête sec et décisif. Puis il se tourna vers Amélie. « Mademoiselle Russo, dit-il, sa voix résonnant d'autorité. Je crois que vous êtes considérablement sous-employée. L'offre est acceptée. Cependant, un siège au conseil d'administration est cérémoniel. Vous avez trop de valeur pour ça. » Il commença à arpenter la pièce, son esprit construisant déjà l'avenir. Vous n'allez pas être seulement membre du conseil. Vous allez être à la tête d'une nouvelle division, directrice de l'intégration culturelle et du patrimoine. Vous serez la liaison officielle entre toutes les opérations Bellini et Dubois. Vous aurez un bureau à côté du mien, une équipe et un budget qui fera pleurer Marc ici présent. Vous vous assurerez que nous ne fusionnons pas seulement nos bilans. Nous fusionnons nos valeurs. Votre première tâche sera de déménager à notre siège à Paris. Votre seconde sera d'établir un programme d'apprentissage conjoint nommé la Bourse Enzo Russo pour former une nouvelle génération d'artisans et d'ingénieurs en Toscane et au cœur de notre pôle technologique. Il s'arrêta devant elle, ses yeux flamboyants de l'excitation d'une nouvelle grande vision. Nous ne laisserons pas ce qui est arrivé à l'atelier de votre grand-père se reproduire. Nous construirons des choses qui durent. C'est votre mandat. Votre salaire sera à la hauteur de ses responsabilités. Commençons avec 7 chiffres et nous verrons où cela nous mène. Avons-nous un accord? Amélie resta assise, figée, écoutant l'architecture de sa vie entière être démolie et reconstruite en l'espace de 30 secondes. Directrice. Paris. Une bourse au nom de son grand-père. 7 chiffres. Les mots étaient étrangers, issus d'une langue qu'elle ne connaissait pas. La vélocité pure du changement était vertigineuse.
Une heure plus tôt, sa plus grande préoccupation était de savoir si un client de la table 7 lui laisserait un pourboire décent. Maintenant, on lui confiait un rôle central dans une société mondiale. Elle regarda Vittorio Bellini. Il sourit, un sourire sincère et chaleureux qui transforma son visage sévère. Il lui fit un signe de tête paternelle, un regard qui disait « C'est ton droit de naissance. C'est là que tu appartiens. » Elle regarda Julien Dubois, le titan intimidant de l'industrie, qui la regardait non pas comme une serveuse, mais comme sa partenaire la plus cruciale. Les larmes de choc et de chagrin avaient été remplacées par une marée montante de prise de pouvoir. C'était la sensation d'une clé tournant enfin dans une serrure qui était rouillée depuis des années. Toutes ses connaissances, toutes ses compétences, toutes les parties d'elle-même qu'elle avait été forcée de cacher n'étaient pas seulement vues. Elles étaient célébrées, valorisées et placées au centre d'une grande entreprise. Elle se leva de sa chaise, le dos droit, son épuisement remplacé par une montée d'adrénaline. Elle n'était plus Amélie Russo, la serveuse. Elle était Amélie Russo, la petite fille d'Enzo Russo. Elle était le pont. « Oui, monsieur Dubois, dit-elle, sa voix stable et claire, sans la moindre trace de tremblement. Nous avons un accord. » Sur ce, elle tendit la main. Julien Dubois la prit dans sa poignée ferme et décisive. Puis, dans un geste qui stupéfia tout le monde, Vittorio Bellini plaça sa propre main sur les leurs, scellant le pacte. Ils restèrent là un instant, tous les trois. L'ancien monde, le nouveau monde, et l'interprète qui les liait. Un tableau vivant d'un avenir que personne n'aurait pu prédire. Cette poignée de main était la véritable signature du contrat. Les avocats et la paperasse suivraient, mais dans cette pièce, le vrai travail avait été accompli. C'était une alliance fondée non pas sur des chiffres et des clauses, mais sur une histoire partagée, une dette redécouverte, et le courage extraordinaire d'une femme qui avait osé parler. Une heure plus tard, le salon privé, le creuset où une vie avait été défaite et reforgée, était silencieux. L'arôme persistant de vin cher et de triomphe flottait dans l'air. Les Bellini venaient à peine de partir, leur sortie contrastant vivement avec leur quasi-départ précédent. Il n'y avait pas de froideur, pas de finalité sinistre. Au lieu de cela, ce fut un long et chaleureux adieu, entièrement centré sur Amélie. Vittorio Bellini, le patriarche formidable, avait tenu ses deux mains dans les siennes, ses pouces burinés frottant doucement ses phalanges. « Votre grand-père, Enzo », avait-il dit, la voix chargée d'une émotion qui transcendait les 60 en séparant le souvenir du présent. Il avait les yeux les plus gentils. Il voyait le potentiel là où d'autres ne voyaient qu'un pauvre garçon aux mains sales. Il investissait dans le caractère, pas dans les garanties. Vous avez ses yeux, Amélie. Vous voyez le cœur des choses. Ne perdez jamais ça. C'est un don plus rare que n'importe quelle technologie. Il avait étreinte, une véritable étreinte paternelle qui sentait l'eau de Cologne de luxe et la vieille laine, et lui avait fait promettre que son premier vol transatlantique dans ses nouvelles fonctions serait pour sa villa en Toscane, non pas en tant que liaison, mais en tant que familia. Marco Bellini, le fils moderne, avait secoué la tête avec un émerveillement continu. « J'ai un master de HEC », lui avait-il dit avec un sourire ironique et admiratif. « J'ai étudié les tactiques de négociation, l'analyse de marché, les modèles de synergie. Et aujourd'hui, j'ai appris la leçon la plus précieuse de ma carrière d'une serveuse qui a cité l'âme d'un menuisier. Vous allez devenir une légende, Amélie Russo. » Maintenant, ils étaient partis, et il ne restait plus que Julien Dubois, Marc Fournier et Amélie elle-même. Dubois était un homme redynamisé, un prédateur qui avait non seulement capturé sa proie, mais découvert tout un nouvel écosystème dans lequel chasser. Il arpentait la longueur de la pièce, son téléphone collé à l'oreille, sa voix un bourdonnement bas et autoritaire qui remodelait déjà son empire à des milliers de kilomètres de distance. Hélène, annulait tout le plan d'intégration post-fusion. Oui, celui sur lequel nous avons passé 6 mois et dépensé 2 millions. Il est obsolète. Nous avons une nouvelle directrice de l'intégration. Non, ce n'est pas quelqu'un d'un grand cabinet de conseil. Son nom est Amélie Russo. Oui, je sais que vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Vous allez lui réserver un billet en première classe de Nice à Charles de Gaulle, date ouverte, et contacter le service de logement d'entreprise. Je veux un appartement de 3 pièces pour elle, dans le 16e arrondissement d'ici lundi. La vue doit être sur la tour Eiffel. Non négociable. Imputez les frais à mon compte personnel. Je m'occuperai du conseil d'administration plus tard. Pourquoi ? Parce qu'elle est la seule personne sur cette planète qui comprend l'actif que nous venons d'acquérir. Elle est l'actif. Pendant qu'il architecturait la logistique de sa nouvelle réalité, Amélie s'excusa discrètement. Elle s'éloigna de la chambre forte lambrissée d'acajou, ses pas semblant étrangement légers sur le tapis moelleux. Elle navigua dans le labyrinthe des couloirs pour retourner au cœur de la machinerie du restaurant,
le cliquetis de la vaisselle et les ordres criés des chefs devenant de plus en plus forts. Elle se dirigeait vers le vestiaire du personnel, un endroit qui, quelques heures auparavant seulement, représentait l'intégralité de son monde. La pièce était une boîte exiguë et sans fenêtre qui sentait perpétuellement l'eau de javel, le café rassis et l'épuisement collectif. Son casier, le numéro 37, était cabossé dans le coin. À l'intérieur se trouvait son exemplaire usé de l'enfer de Dante, une barre de céréales à moitié mangée, et une photo de ses parents, plus jeunes et souriants, glissée dans la porte. Un instant, elle resta là, respirant l'air familier. Cette petite boîte en métal contenait la réalité banale de sa vie. Les longs services, les pieds endoloris, l'inquiétude constante et lancinante pour l'argent. Chaque espoir qu'elle s'était permis d'avoir semblait petit et lointain, un rêve de billet de loterie. L'idée d'une vie au-delà de ces murs avait été un fantasme, une histoire qu'elle lisait dans les livres. Une vague de vertige la submergea. Directrice de l'intégration culturelle et du patrimoine. Un salaire à 7 chiffres. Une bourse au nom de son grand-père. C'était trop vite. La voix du syndrome de l'imposteur, ce murmure cruel et insidieux qu'elle connaissait si bien, commença à s'agiter. Tu es une serveuse. Tu sers à manger. Qu'est-ce que tu connais aux salles de conseil et à la stratégie d'entreprise? Ils vont te démasquer. Tu seras la risée de tous. Elle ferma les yeux, sa main reposant sur le métal froid du casier. Elle vit les mains de son grand-père, poudrées de fines sciures de bois. Elle entendit sa voix, le doux accent toscan, expliquant le grain d'un morceau de chêne. Elle se souvint de la fierté silencieuse de son père quand elle avait été acceptée à la Sorbonne, une fierté qui s'était plus tard transformée en la honte douloureuse de ne pas pouvoir soutenir son rêve. Elle sentit le poids de tous leurs sacrifices, de tous leurs chagrins silencieux. Ce n'était pas seulement pour elle. C'était pour eux. C'était la rédemption du nom Rousseau. La peur ne disparut pas, mais elle recula, remplacée par une résolution froide et claire. Que avait-elle fait aujourd'hui? Elle avait écouté. Elle avait compris. Elle n'avait pas traduit seulement des mots, mais du sens. Elle avait construit un pont. Était-ce si différent de ce que son grand-père avait fait? Il avait assemblé des morceaux de bois pour créer quelque chose de solide et de beau. Elle assemblerait des cultures pour faire de même. L'échelle était différente, mais le métier était le même. Elle se changea rapidement, enfilant le simple jean et le pull qu'elle avait porté pour venir travailler ce matin. Il lui semblait à la fois intimement familier et comme les vêtements d'une étrangère. Elle plia soigneusement son uniforme de travail noir, le pantalon, la chemise amidonnée, le gilet. Par-dessus, elle plia son tablier, les ficelles soigneusement nouées. Il était encore légèrement humide là où elle s'était essuyé les mains des heures auparavant. C'était un morceau tangible de son ancienne vie, une vie où l'on ne la remarquait pas, où elle était invisible, où elle survivait. Quand elle retourna dans le salon privé, portant l'uniforme plié, Dubois avait raccroché et regardé sa montre. Marc Fournier se tenait maladroitement, encore sous le choc des événements de la journée. « Prête à partir, mademoiselle Rousseau ?» demanda Dubois. Le titre sonnait encore étrange. Un beau vêtement mal ajusté. « Presque, dit-elle. » Elle ne se dirigea ni vers le bout de la table où Dubois s'était assis, ni vers le côté où Bellini avait présidé. Elle se dirigea vers la chaise simple et modeste qu'elle avait elle-même occupée, celle légèrement en retrait de la table, la chaise de l'interprète. Avec une révérence qui semblait presque cérémonielle, elle plaça son uniforme plié sur le siège, le tablier soigneusement posé dessus. C'était une reddition et une déclaration. Elle laissait derrière elle la servitude, l'invisibilité, la lutte, mais elle l'honorait aussi. Ce tablier était son histoire. C'était la raison pour laquelle elle avait été dans cette pièce à ce moment-là. C'était la chrysalide dont elle venait d'émerger. Le laisser là lui semblait juste, un monument silencieux à la femme qu'elle avait été. « Amélie, » dit Marc Fournier, la voix rauque d'une émotion sincère. Il avait vieilli de 10 ans au cours des 3 dernières heures. Merci. J'étais un homme mort. Vous n'avez pas seulement sauvé un accord. Vous avez sauvé ma famille de la ruine. » Amélie le regarda, voyant non pas un cadre puissant, mais juste un homme terrifié par l'échec, comme n'importe qui d'autre. Vous avez engagé un mauvais traducteur. Marc. Ça peut arriver. Non. La voix de Dubois coupa, tranchante comme toujours, mais avec une nouvelle tournure didactique. C'était un échec systémique. Nous cherchons des diplômes, des mots-clés sur un CV. Nous utilisons des données. Nous oublions de chercher la sagesse. Nous oublions d'écouter. C'était une leçon à 1 milliard d'euros sur l'importance de l'écoute. Il hocha la tête en direction du tablier sur la chaise. Allons-y. Votre nouvelle vie vous attend, et franchement, vous êtes déjà en retard. Ils sortirent de la pièce,
laissant l'uniforme plié comme seul occupant de la table massive. Alors qu'ils émergeaient dans le couloir principal du restaurant, Jean-Pierre, le directeur, se matérialisa pratiquement des boiseries. Il avait clairement rôdé, essayant de reconstituer l'événement sismique qui venait de se produire dans son domaine. Son visage, autrefois un masque de tyrannie mesquine, était maintenant un désordre pathétique et contorsionné de peur et d'un désir désespéré et servile d'être du bon côté du pouvoir. Il vit Amélie marcher côte à côte avec l'homme qui pouvait acheter et vendre toute la chaîne de restaurants avec sa petite monnaie, et son sang-froid professionnel se désintégra. « Mademoiselle Russo. » Amélie, balbutia-t-il en se précipitant vers eux. « J'espère que ma fermeté antérieure n'a pas été mal interprétée. À mon poste, le protocole est primordial, vous voyez. Je dois m'excuser si j'ai été trop zélé. » Amélie s'arrêta, regardant l'homme qui avait été le visage de son oppression quotidienne, le rappel constant de sa condition. Une semaine plus tôt, un mot de sa part pouvait la remplir d'effroi. Maintenant, elle ne ressentait rien. Pas de colère, pas de satisfaction devant sa servilité, seulement une distance vaste et insurmontable, comme si elle le regardait à travers le mauvais bout d'une longue vue. Il était petit, son pouvoir était petit, son monde était petit. « Votre protocole vous appartient, Jean-Pierre, » dit-elle, sa voix égale et froide, dénuée de méchanceté. « Il ne me concerne plus. » Elle se tourna vers Dubois. « Mon dernier salaire. S'il vous plaît, faites-le parvenir au personnel de cuisine. Dites-leur de boire un verre à ma santé. » Sans un autre regard, elle continua son chemin. Elle traversa la salle à manger principale, un endroit qu'elle n'avait jamais traversé qu'en tant que servante. Elle passa devant des tables où des couples riaient et des hommes d'affaires gesticulaient, tous vivant dans un monde qui n'était plus le sien. Le tintement de leurs verres et de leurs couverts était la bande-son d'une vie à laquelle elle venait d'échapper. Elle passa devant le pupitre d'accueil où le planning de la semaine suivante était affiché, son nom figurant toujours pour un service double le samedi. La vue de celui-ci était comme regarder un artefact d'une vie passée. Puis elle arriva aux lourdes portes en chêne. Julien Dubois en poussa une pour elle, un geste de galanterie si inattendu qu'il en était presque comique. Elle sortit dans l'étreinte fraîche et électrique de la nuit parisienne. L'air était vif, avec un goût de liberté. Le ciel, autrefois un plafond, était maintenant une voûte de lumières scintillantes infinies. Chacune une destination, une possibilité. Une limousine noire et élégante, une Mercedes classe S, ronronnait au bord du trottoir comme une panthère patiente. Le chauffeur, alerté par un signal de Dubois, avait déjà la portière arrière ouverte. C'était un véhicule qu'elle n'avait jamais vu que de l'extérieur, transportant les personnes anonymes et puissantes qu'elle servait. Maintenant, il l'attendait. Elle se glissa sur le siège en cuir souple, l'intérieur sentant la richesse et l'efficacité silencieuse. Dubois monta à côté d'elle, et la porte se referma avec un bruit sourd, solide et satisfaisant, isolant le bruit de la ville et les derniers vestiges de son ancienne vie. Alors que la voiture s'éloignait silencieusement du trottoir, laissant le sanctuaire et ses drames rapetissés dans le rétroviseur, Amélie regarda son propre reflet dans la vitre teintée. C'était son visage, oui, mais l'épuisement avait disparu de ses yeux, remplacé par un feu à la fois terrifiant et exaltant. Elle pensa à son grand-père, Enzo Russo, un artisan mort en croyant que son héritage était un atelier en faillite et une famille en exil. Elle souhaita, avec une douleur au cœur, pouvoir lui dire « Non, non, ta bonté n'était pas une faiblesse. C'était un investissement. Ton caractère était ta plus grande création. Il n'était pas fait de bois. Il était fait de quelque chose de bien plus durable. » Et ce soir, 60 ans plus tard, la dette était remboursée, avec des intérêts dépassant l'imagination. L'histoire ne s'était pas terminée par un échec. Elle attendait simplement le bon traducteur. La limousine accéléra, se fondant dans le fleuve de lumière qui coulait sur l'avenue. Julien Dubois, pour une fois, était silencieux, regardant par sa propre fenêtre. Finalement, il se tourna vers elle. « Êtes-vous prête pour ça, Amélie ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment calme. Amélie se détourna de son reflet et regarda vers l'avant, à travers le pare-brise, la route sans fin qui se déroulait devant eux. « Je suis née prête, monsieur Dubois, » dit-elle. « J'attendais juste que le monde rattrape son retard. » La conclusion et l'appel à l'action d'une vidéo inspirante se superposaient dans son esprit, portés par une musique édifiante. Au final, ce n'est pas une équipe de cadres surpuissants ou d'avocats habiles qui a sauvé la situation. C'est une seule personne, dans un rôle que tout le monde ignorait, qui portait en elle une clé cachée, la clé de sa propre histoire, de sa propre langue, de son propre héritage oublié. L'histoire d'Amélie Russo est un puissant rappel que nos plus grands atouts sont souvent les choses que nous portons en nous. Les compétences et le patrimoine qui ne tiennent pas toujours sur un CV. C'est un témoignage du fait que le potentiel est partout,
souvent dans les endroits les plus inattendus, attendant juste un unique moment de courage pour être libéré. Quel talent caché détenez-vous? Avez-vous déjà été témoin d'un moment où un héros improbable a complètement changé la donne? Le trajet silencieux continua, chaque réverbère passant étant une stroboscopie sur le visage de la nouvelle Amélie Russo, illuminant une facette après l'autre de la femme qu'elle était en train de devenir. Dans l'habitacle feutré de la voiture, le silence n'était pas vide, mais rempli d'un potentiel crépitant. C'était le silence d'avant la création, le calme avant une symphonie. Julien Dubois, un homme habitué à combler chaque seconde de silence par des ordres, des analyses ou des évaluations, semblait pour la première fois de sa vie observer simplement. Il n'étudiait pas un bilan ou un rapport de marché, mais un être humain qui avait fondamentalement modifié sa perception du monde des affaires en moins d'une heure. Il se remémorait la séquence des événements avec l'incrédulité d'un magicien regardant un tour qu'il ne pouvait pas expliquer. Il avait vu des milliards de dollars s'évaporer, son empire au bord du gouffre, tout cela à cause d'une chose qu'il avait toujours considérée comme une simple commodité, la langue. Il payait pour des services de traduction comme il payait pour des services de nettoyage ou de sécurité, en supposant qu'un certain niveau de compétence était garanti par le prix. L'idée qu'il puisse y avoir des couches, une âme, une histoire intégrée dans la cadence même des mots était une notion académique, pas une variable tangible dans une négociation à 10 chiffres. Amélie avait fait exploser cette perception. Elle n'avait pas simplement traduit, elle avait transmuté. Elle avait pris le langage brut et transactionnel de son offre et l'avait alchimisé en un récit de respect et d'héritage. Elle avait été un conduit non pas pour les mots, mais pour l'intention, l'émotion et le respect. Il réalisa qu'il n'avait pas seulement acquis une entreprise italienne. Il avait acquis une clé pour d'innombrables autres portes qu'il n'avait même jamais vues. Combien d'autres accords, combien d'autres partenariats potentiels dans le monde étaient inaccessibles non pas à cause des chiffres, mais à cause d'un manque de compréhension fondamentale, d'un manque d'une Amélie Russo. Il avait trouvé un avantage concurrentiel unique, une arme secrète vêtue d'un pull modeste, assise à côté de lui. Il se tourna légèrement vers elle. « Votre mère, dit-il, sa voix sortant de l'ombre. Vous avez mentionné ses frais médicaux. Sont-ils importants ?» La question était directe, presque clinique, mais dépourvue de la brutalité habituelle. C'était une question de collecte de données, mais pour une fois, les données étaient humaines. Amélie fut surprise par ce changement de sujet. Elle regarda ses mains jointes sur ses genoux. Elle a une maladie chronique. Les traitements sont chers. L'assurance maladie couvre une partie, mais le reste. Elle haussa les épaules, un geste qui résumait des années de jonglerie avec les factures, de quarts de travail supplémentaires et d'anxiété lancinante. C'était un combat permanent. C'est terminé, dit Dubois, comme un fait. Pas comme une promesse ou une offre, mais comme l'énoncé d'une nouvelle loi de la physique. Donnez à mon assistante, Hélène, la liste de tous les frais impayés et une projection des coûts futurs. Ils seront pris en charge. Considérez cela comme une avance sur votre prime à la signature. Votre seule préoccupation à partir de maintenant est le projet Odyssée et la construction de la division Russo. Le soulagement qui inonda Amélie fut si puissant, si physique, qu'elle dut se retenir de fondre en larmes. Ce n'était pas la promesse du salaire à 7 chiffres, ni le titre de directrice. C'était ceci. Le soulagement de ce fardeau écrasant qu'elle portait depuis son adolescence. C'était la liberté de ne plus avoir à choisir entre un traitement médical vital et le loyer. C'était la fin d'une peur qui avait été sa compagne constante. « Merci », murmura-t-elle, la voix brisée par une gratitude qui dépassait de loin le cadre professionnel. « Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Si, je le sais », répondit Dubois, son regard fixé sur la route devant lui. « Cela signifie que votre esprit est maintenant libre à 100% pour se concentrer sur la résolution de mes problèmes. C'est un excellent retour sur investissement. » C'était la réponse typique de Dubois, ramenant tout à une transaction. Mais Amélie entendit ce qu'il y avait en dessous, une reconnaissance, peut-être même une forme maladroite d'empathie. Il comprenait que les chaînes des soucis personnels entravaient le potentiel. Et il venait de prendre une paire de cisailles pour couper les siennes. C'était l'acte le plus humain qu'elle lui ait vu faire. La voiture glissait à travers Paris, une ville qu'Amélie n'avait connue qu'à travers le prisme de la lutte. Elle l'avait parcourue à pied, en métro, en bus, comptant chaque euro, se sentant toujours comme une étrangère regardant à travers la vitre d'une fête à laquelle elle n'était pas invitée. Maintenant, la ville lui semblait différente. Les lumières de la tour Eiffel, scintillant au loin, ne semblaient plus être un monument à une grandeur inaccessible, mais un phare l'accueillant chez elle. La voiture s'arrêta devant un immeuble haussmannien majestueux, sa façade en pierre de taille brillant doucement sous les lampadaires. Un portier en uniforme sortit d'une entrée en fer forgé et ouvrit la portière d'Amélie avec un « Bonsoir, madame ». Le mot « madame »
lui sembla aussi étrange que directrice. Dubois la conduisit à travers un hall en marbre jusqu'à un ascenseur privé en laiton. « C'est l'un des appartements d'entreprise », expliqua-t-il. « Vous y resterez jusqu'à ce que nous vous trouvions un logement permanent à votre goût. Il est approvisionné. Mon service de sécurité est en bas. Vous êtes en sécurité. » L'ascenseur s'ouvrit directement dans un vaste salon. Un mur de fenêtres donnait sur les toits de Paris, la tour Eiffel trônant au centre, si proche qu'on avait l'impression de pouvoir la toucher. Le mobilier était élégant, minimaliste et impersonnel, mais le message était clair. C'était un monde de pouvoir, de confort et de possibilités illimitées. « Une voiture viendra vous chercher demain à 9 heures, dit Dubois, se tenant près de la porte, déjà de retour en mode PDG. Nous commencerons le processus d'intégration. Reposez-vous bien, directrice Russo. » Il prononça le titre avec une pointe d'ironie, mais aussi avec une finalité qui le rendait réel. Puis il partit, la porte de l'ascenseur se refermant derrière lui, la laissant seule dans le silence opulent de sa nouvelle vie. Amélie resta immobile pendant un long moment, le sac en toile contenant son pull usé et son livre de poche semblant absurdement déplacé sur le sol en parquet Versailles. Elle s'approcha lentement de la baie vitrée, posant sa main sur la vitre froide. La ville s'étendait sous elle comme une nappe de diamants. Elle repensa à la petite cuisine de l'appartement de ses parents, à l'odeur de la sauce tomate et du basilic, à la voix de son grand-père lui racontant des histoires sur Florence. Il lui avait donné les clés d'un royaume dont il n'aurait jamais pu rêver. Elle sortit son téléphone de sa poche, ses doigts tremblant légèrement. Elle composa le numéro de sa mère. Sa mère répondit à la 3e sonnerie, sa voix fatiguée et inquiète. « Amélie, tout va bien? Tu rentres tard. » Amélie sourit à travers les larmes qui commençaient enfin à couler librement. « Maman, dit-elle, sa voix un mélange de rire et de sanglots. Tu ne vas jamais croire la journée que j'ai eue. Assieds-toi. J'ai une histoire à te raconter. C'est l'histoire d'un ébéniste nommé Enzo. » Elle commença à parler, et en racontant l'histoire à sa mère, l'histoire de la dette d'honneur, de la traduction ratée et de la proposition incroyable, tout devint enfin réel. Ce n'était pas un rêve. C'était la récolte d'une graine de gentillesse plantée il y a plus d'un demi-siècle, une graine qui avait traversé les générations et les océans pour fleurir de la manière la plus inattendue qui soit, dans la lumière d'une nuit parisienne. Le lendemain matin, Amélie se réveilla dans un lit si grand et confortable qui lui sembla flotter. Pendant une seconde désorientée, elle crut être encore dans un rêve, l'un de ces rêves éphémères de luxe qui rendaient le réveil dans son propre petit lit encore plus brutal. Mais ensuite, elle vit la lumière du matin inonder la chambre à travers des fenêtres allant du sol au plafond, et au-delà, la silhouette incomparable de la tour Eiffel se découpant sur un ciel bleu pâle. Ce n'était pas un rêve. La réalité avait dépassé son imagination. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, un espace moderne et épuré équipé d'appareils en acier inoxydable qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Quelqu'un avait rempli le réfrigérateur. Il y avait des jus de fruits frais, des yaourts bio, des fromages artisanaux, du pain frais d'une boulangerie. C'était un monde de choix sans effort, si différent de son calcul mental habituel au supermarché. Tout en buvant un café d'une machine qui coûtait probablement plus que son ancien loyer mensuel, elle commença à traiter la magnitude de sa tâche à venir. Directrice de l'intégration culturelle et du patrimoine. C'était un titre qu'elle devrait définir, une fonction qu'elle devrait inventer à partir de rien. Julien Dubois lui avait donné un mandat, mais pas de mode d'emploi. C'était à la fois terrifiant et incroyablement exaltant. Sa première pensée fut pour les gens. Les 100 familles du village de Vittorio Bellini en Toscane. Les ingénieurs du pôle technologique de Dubois en France. Comment créer un pont entre ces deux mondes? Ce n'était pas une question de traduire des manuels techniques. C'était une question de traduire des cultures, des valeurs, des rythmes de vie. Les artisans de Bellini travaillaient selon des cycles saisonniers, avec une fierté transmise de père en fils. Les ingénieurs de Dubois travaillaient en sprints agiles, avec une culture de disruption et d'itération rapide. Mettre ces deux groupes dans la même pièce pourrait être une recette pour une combustion spontanée. Mais c'était là que résidait le génie de la vision de Dubois. Il ne voulait pas que l'un absorbe l'autre. Il voulait une synthèse. Il voulait que ses ingénieurs apprennent la valeur de la patience et de la durabilité, et que les artisans de Bellini apprennent à intégrer l'innovation dans leur tradition. La bourse Enzo Russo. Ce serait le cœur de son projet. Elle imagina un programme où de jeunes ingénieurs français passeraient 6 mois en apprentissage dans les ateliers toscans, non seulement pour apprendre les techniques de microforgeage, mais pour vivre dans le village, pour comprendre la communauté qui était le fondement de Bellini Mechanica. Et inversement, de jeunes artisans italiens viendraient à Paris, non pas pour apprendre à coder, mais pour apporter leur perspective sur la qualité et la conception au processus de développement de produits.
Ce ne serait pas une simple fusion d'entreprises, mais une pollinisation croisée des esprits. Elle commença à prendre des notes sur une tablette qu'elle trouva sur le bureau, ses idées s'enchaînant avec une clarté et une vitesse qui la surprirent. C'était comme si une partie de son cerveau, longtemps en sommeil, s'était réveillée. Toutes ses études à la Sorbonne, toute son expérience de l'observation silencieuse des gens en tant que serveuse, toute sa compréhension innée des nuances culturelles héritées de sa famille biculturelle, tout cela convergeait maintenant vers un objectif unique et puissant. À 9 heures précises, la voiture était là. Le même chauffeur silencieux la conduisit vers un gratte-ciel de verre et d'acier à la Défense, le quartier des affaires de Paris. Le logo de Dubois Innovation, un D stylisé et dynamique, était discrètement gravé sur les portes en verre. L'intérieur était l'antithèse du salon privé du sanctuaire. C'était un monde de lumière, d'espaces ouverts, de murs blancs et de verre. Des jeunes gens en jeans et baskets se pressaient, des ordinateurs portables sous le bras, discutant avec animation devant des tableaux blancs couverts de diagrammes et de codes. C'était l'odeur de l'ambition, du café et de l'électricité statique. L'assistante de Dubois, Hélène, une femme d'une 50aine d'années à l'efficacité redoutable et aux yeux vifs qui semblait tout voir, l'accueillit à la réception. Mademoiselle Russo. Julien. Monsieur Dubois vous attend. Elle conduisit Amélie à travers l'open space jusqu'à un bureau d'angle aux parois de verre qui offrait une vue panoramique sur Paris. Dubois était au téléphone, mais il lui fit signe d'entrer et désigna une chaise. Amélie s'assit, regardant le tourbillon d'activité en bas. C'était l'épicentre de l'Empire qu'on lui demandait maintenant d'aider à transformer. Dubois raccrocha. « Bienvenue à votre premier jour. Vous avez l'air différente. »« J'ai dormi 8 heures, » répondit Amélie. « C'est une première. » Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Dubois. « Habituez-vous Y. J'ai besoin que vous soyez au sommet de votre forme. J'ai convoqué une réunion de tous les chefs de département dans 1 heure. Je veux que vous soyez là. » Ils sont sceptiques. Ils voient un accord coûteux et une nouvelle embauche qui sort de nulle part. Votre travail aujourd'hui est de ne rien dire. Ne rien dire, demanda Amélie, surprise. Exactement. Je vais vous présenter. Ils vous regarderont, ils jugeront votre apparence, votre silence. Ils essaieront de vous classer. Laissez-les faire. Laissez-les vous sous-estimer. C'est un avantage tactique. Votre pouvoir ne vient pas de ce que vous dites dans une salle de conférence. Il vient de ce que vous comprenez et qu'eux ignorent. Nous le leur montrerons par les actes, pas par les mots. C'était une stratégie brillante, typique de Dubois. Il la protégeait tout en créant un air de mystère et d'autorité autour d'elle. Il ne la jetait pas au lion, il construisait sa cage dorée. La réunion fut exactement comme il l'avait décrite. Une douzaine de cadres, pour la plupart des hommes en chemise impeccable, la regardèrent avec un mélange de curiosité et de suspicion non dissimulée lorsqu'il annonça son titre et son rôle. Elle sentit leur regard l'évaluer, essayant de la faire entrer dans une case. Était-elle la maîtresse du patron? Une parente éloignée? Un caprice inexplicable? Elle se contenta de les regarder calmement, hochant la tête poliment, ne disant rien. Elle laissa leur inconfort grandir dans son silence. Elle n'était pas l'une d'entre eux, et c'était précisément là que résidait sa valeur. Après la réunion, Dubois la ramena dans son bureau. Bien. Ils sont déstabilisés. Maintenant, le vrai travail commence. J'ai fait venir Marc Fournier. Il sera votre contact principal pour la logistique initiale. Il vous doit sa carrière, donc il sera coopératif. Marc entra, l'air beaucoup moins paniqué que la veille. Il tendit la main à Amélie avec une sincérité non feinte. « Amélie, je suis à votre entière disposition. » Au cours des heures suivantes, ils établirent un plan d'action. Amélie décrivit sa vision pour la bourse Enzo Russo. Marc, utilisant son expérience logistique, commença immédiatement à esquisser les étapes nécessaires. Contact avec les ressources humaines, implications juridiques pour les visas, planification budgétaire. Amélie fut impressionnée par sa rapidité et son efficacité. Il était clair que sa loyauté, gagnée de haute lutte, était maintenant totale. Plus tard dans l'après-midi, Dubois organisa une vidéoconférence avec les Bellini. Vittorio et Marco apparurent à l'écran, non pas depuis une salle de conseil stérile, mais depuis une terrasse ensoleillée surplombant les collines toscanes. Quand Vittorio vit Amélie, assise non pas en retrait, mais à côté de Dubois, son visage s'illumina d'un sourire paternel. Amélie. La nostra guardiana dell'anima. Notre gardienne de l'âme. Amélie sourit en retour. Signor Bellini. Je me prépare déjà pour mon premier voyage. Elle passa la demi-heure suivante à leur expliquer ses idées pour le programme d'échange, en italien. Elle parla avec une passion et une assurance qui firent même lever un sourcil à Dubois.
Elle n'était pas une employée présentant un rapport. Elle était une visionnaire partageant un rêve. Vittorio Bellini était ravi. « C'est exactement ça !» s'exclama-t-il. « C'est l'esprit de votre grand-père à l'œuvre. Construire des ponts, pas seulement des meubles. » À la fin de la journée, Amélie était épuisée, mais c'était une bonne fatigue. C'était l'épuisement de la création, pas celui de la servitude. Alors qu'elle se préparait à partir, Dubois l'interpella. Une dernière chose. Il lui tendit un petit coffret en velours. J'ai demandé à Hélène de s'en occuper. Amélie l'ouvrit. À l'intérieur, sur un lit de satin, se trouvait une carte de visite. Le papier était épais et de couleur crème. En lettres d'un gris élégant, il y avait son nom et son titre, Amélie Russo, directrice de l'intégration culturelle et du patrimoine. Et en dessous, les logos jumelés, Bellini Dubois. Elle passa son doigt sur les lettres en relief de son propre nom. C'était la chose la plus concrète, la plus réelle qu'elle ait vue de toute la journée. C'était la preuve tangible de sa transformation. « Bienvenue dans l'entreprise », dit simplement Dubois. En rentrant ce soir-là, alors que la voiture traversait à nouveau la ville scintillante, Amélie tenait la carte de visite dans sa main. Ce n'était pas seulement un morceau de papier. C'était une promesse. C'était la fin d'une histoire de lutte et le début d'une histoire de construction. L'héritage d'Enzo Russo, le menuisier au grand cœur, n'était pas mort dans un atelier poussiéreux. Il était vivant, entre ses mains, sur le point de construire quelque chose de bien plus grand que des tables et des chaises. Il allait construire un avenir. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités intenses et d'apprentissage rapide. Amélie découvrit que le monde de l'entreprise, avec ses acronymes, ses politiques et ses structures de pouvoir tacite, était une langue étrangère aussi complexe que n'importe quel dialecte toscan. Mais elle était une linguiste dans l'âme, et elle aborda cette nouvelle langue avec la même curiosité et la même rigueur analytique qu'elle avait appliquée à ses études. Elle passait ses journées en réunion, absorbant des informations sur la logistique, les finances, les ressources humaines et la stratégie de marque. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, conformément à la stratégie initiale de Dubois, et elle se rendit compte que son silence était interprété non pas comme de l'ignorance, mais comme de la sagesse. Les cadres qui l'avaient initialement rejetée commencèrent à la regarder avec un respect prudent, se demandant ce qui se cachait derrière ses yeux attentifs. Son bureau, adjacent à celui de Dubois, devint rapidement le centre névralgique de la fusion. Ce n'était pas là que les décisions financières étaient prises, mais c'était là que le pouls de l'opération était surveillé. Elle insista pour avoir des photos des ateliers de Bellini sur ses murs, des portraits d'artisans au travail, des images de la campagne toscane. C'était un rappel constant, pour elle et pour tous ceux qui entraient, de El Ham, qu'elle avait été chargée de protéger. Son premier grand test arriva lorsqu'une équipe d'ingénieurs de Dubois rédigea un plan de synergie opérationnelle pour l'usine Bellini. Le document était un chef-d'œuvre d'efficacité d'entreprise, rempli de termes comme optimisation des effectifs, redondance des processus et réalignement des actifs. Il proposait de remplacer plusieurs étapes manuelles de contrôle de la qualité, considérées comme inefficaces, par un système de balayage automatisé. Sur le papier, cela permettait d'économiser des millions. Amélie lut le rapport et sentit un frisson glacial la parcourir. C'était exactement ce que Vittorio Bellini craignait. Elle se rendit directement au bureau de Dubois, le rapport à la main. « C'est un document de destruction, pas de synergie », dit-elle sans préambule. Dubois leva les yeux de son écran. Il prévoit une augmentation de 12% de l'efficacité. Les chiffres sont solides. Les chiffres sont une illusion, rétorqua Amélie, sa voix passionnée. Vous ne comprenez pas. Le contrôle de la qualité chez Bellini n'est pas une étape du processus. C'est leur culture. C'est Paolo, un homme qui travaille là depuis 40 ans, qui passe sa main sur chaque pièce finie. Il peut sentir un défaut d'un micron que votre scanner à 1 million d'euros ne verra jamais. Ce n'est pas une redondance, c'est l'héritage. C'est le tampon Bellini. Si vous supprimez Paolo, vous supprimez l'âme de l'entreprise. Vous n'aurez plus que du métal. Et du métal, n'importe qui peut en fabriquer à moindre coût en Chine. Dubois se renfrogna, tamboursant de ses doigts sur le bureau. Le vieux Dubois, le Dubois d'avant le sanctuaire, l'aurait renvoyé pour insubordination. Mais ce nouveau Dubois écouta. « Quelle est votre solution ? Nous n'envoyons pas ce rapport. À la place, nous envoyons l'ingénieur qui l'a écrit en Toscane pendant 1 mois. Pas pour dire à Paolo comment faire son travail, mais pour que Paolo lui apprenne ce qu'est la qualité. Nous l'intégrons à la bourse Enzo Russo. C'est ça, l'intégration. C'est une transfusion de sang, pas une amputation. » Il y eut un long silence. Dubois la fixa, son expression impénétrable. Finalement, il hocha la tête. « Faites-le. » Ce fut une victoire cruciale.
La nouvelle se répandit rapidement dans l'entreprise. Amélie Russo n'était pas une figure de proue. Elle avait du pouvoir. Elle était la gardienne de l'Alliance, et elle prenait son rôle au sérieux. Son premier voyage en Toscane fut un retour aux sources. Alors que son avion descendait vers Florence, elle regarda par le hublot les collines verdoyantes et les cyprès, et sentit une partie d'elle-même, longtemps endormie, s'éveiller. Marco Bellini vint la chercher à l'aéroport et la conduisit à travers la campagne jusqu'au village natal de sa famille. C'était un endroit sorti d'un autre temps, avec des rues pavées, des bâtiments en pierre et du linge séchant aux fenêtres. L'usine Bellini n'était pas un complexe industriel gris, mais une série de bâtiments en briques rouges magnifiquement entretenus, au cœur même du village. Il était clair que l'usine et le village étaient un seul et même organisme. Vittorio Bellini l'accueillit non pas comme une cadre d'entreprise, mais comme une nièce perdue de vue depuis longtemps. Il la présenta personnellement à chaque travailleur de l'usine, y compris à un homme plus âgé aux mains calleuses nommé Paolo, qui la regarda avec des yeux intelligents et lui expliqua le sentiment du métal parfait. Amélie passa une semaine à marcher dans l'atelier, à écouter les histoires des travailleurs, à prendre le rythme de leur travail et de leur vie. Elle mangea dans la trattoria locale, où elle entendit les mêmes dialectes et les mêmes rires qui avaient rempli la maison de son enfance. Elle se rendit également à Florence et trouva la via de Ginori. L'ancien atelier de son grand-père était maintenant une boutique de souvenirs vendant des copies en plastique du David de Michel-Ange. La vue lui serra le cœur, mais elle ne ressentit pas de désespoir. Au lieu de cela, elle ressentit une détermination renouvelée. L'héritage d'Enzo Russo ne résidait pas dans ses murs. Il résidait en elle et dans la bourse qui porterait son nom. Avant de partir, Vittorio l'emmena dans le bureau de son père, une pièce préservée comme un sanctuaire. Sur le mur se trouvait un simple cadre en bois. À l'intérieur, il n'y avait pas une photo ou un diplôme, mais une vieille facture jaunie. C'était le reçu du premier tour que le grand-père de Vittorio avait acheté, le tour rendu possible par le prêt co-signé par Enzo Russo. « Mon père a gardé cela sur son mur toute sa vie », dit Vittorio, sa voix basse. « Pour se souvenir que les grandes entreprises ne sont pas construites sur l'argent, mais sur la confiance et la gentillesse. C'est ce que vous êtes ici pour nous aider à ne jamais oublier, Amélie. » En quittant l'Italie, Amélie emportait avec elle bien plus que des notes de réunion. Elle emportait la compréhension profonde de ce qu'elle protégeait. Ce n'était pas un actif. C'était un écosystème humain délicat, perfectionné au fil des générations. Son travail consistait à s'assurer que le vent du changement, venant de Paris, le nourrirait au lieu de le déraciner. Elle était la traductrice, non seulement des langues, mais des mondes. Et elle commençait tout juste à comprendre la véritable étendue de sa nouvelle et extraordinaire vocation. De retour à Paris, Amélie mit en œuvre la phase suivante de son plan avec une confiance nouvelle. Elle officialisa la bourse Enzo Russo, travaillant avec les RH et les services juridiques des deux entreprises pour créer une structure solide pour le programme. Le premier boursier, comme elle l'avait promis, fut l'ingénieur qui avait rédigé le rapport des optimisations. L'homme, un jeune diplômé brillant nommé Thomas, partit pour la Toscane avec un mélange d'appréhension et de ressentiment. Un mois plus tard, il revint transformé. Il avait non seulement appris les subtilités du contrôle qualité manuel, mais il avait aussi appris à faire des pâtes, avait été invité à 3 dîners de famille et appelait Paolo « oncle ». Son nouveau rapport ne parlait pas de remplacer les artisans, mais de développer des outils technologiques pour les assister, pour augmenter leurs compétences plutôt que de les rendre obsolètes. C'était une percée, la première preuve tangible que la synthèse était possible. Amélie s'attaqua ensuite à la culture interne de Dubois Innovation. Elle remarqua que, malgré la modernité et l'énergie de l'entreprise, il y avait un taux d'épuisement professionnel élevé. La culture était celle de la performance à tout prix. Inspirée par le rythme de vie qu'elle avait observé en Toscane, elle proposa des changements radicaux. Elle introduisit une heure de déjeuner sacrée, où les emails étaient découragés et où les gens étaient encouragés à déjeuner ensemble, loin de leur bureau. Elle fit pression pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en utilisant les données de productivité pour montrer que des employés reposés et heureux étaient plus innovants que des employés surmenés. Au début, il y eut de la résistance. Mais Julien Dubois, voyant le succès de son intervention chez Bellini, lui donna le champ libre. Lentement, le climat commença à changer. La cafétéria, autrefois un lieu de passage rapide, devint un centre social animé. La collaboration entre les équipes s'améliora. La culture de l'entreprise commençait à développer une âme. Amélie devint une figure respectée et un peu mythique au sein de l'entreprise. Elle était le pont, la traductrice, la conscience de l'organisation. Elle n'assistait pas à toutes les réunions, mais sa présence se faisait sentir partout. Avant de prendre une décision, les cadres se posaient une nouvelle question. Qu'en penserait Amélie Russo ?
6 mois après cette nuit fatidique au sanctuaire, la fusion Bellini-Dubois était considérée comme un succès retentissant, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan culturel. Les analystes de l'industrie, qui avaient prédit un choc des cultures désastreux, étaient perplexes. Ils écrivaient des articles sur la « sauce secrète » de Dubois, ne réalisant pas que cette sauce secrète était une jeune femme qui, 1 an plus tôt, leur aurait peut-être servi leur café. Un après-midi, Julien Dubois entra dans son bureau et la trouva en train de regarder par la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. « Vous semblez satisfaite, » dit-il. « Je pensais à mon grand-père, » répondit-elle. Il a perdu son atelier parce que le monde voulait des choses plus rapides et moins chères. Il pensait avoir échoué. Mais il n'avait pas échoué. Il a juste investi dans un autre type d'entreprise, sans le savoir. Son retour sur investissement a juste pris 60 ans. Dubois resta silencieux un moment, regardant avec elle le panorama de la ville. « Mon père, Arthur, » dit-il finalement, sa voix inhabituellement réfléchie. Il se considérait aussi comme un échec. Il avait des rêves brillants, mais il n'a jamais rien commercialisé. Il est mort en pensant que son héritage n'était qu'une pile de cahiers remplis de schémas incompréhensibles. Il se tourna vers elle. « La semaine dernière, j'ai confié ces cahiers à une équipe de nos meilleurs ingénieurs, y compris Thomas, notre premier boursier Enzo Russo. Ils ont trouvé quelque chose. Un concept pour un nouvel alliage, quelque chose que mon père n'avait pas la technologie pour créer. Mais avec la technique de microforgeage de Bellini et nos logiciels de modélisation, ils pensent que c'est possible. Quelque chose de plus léger et plus résistant que tout ce qui existe. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. « C'est incroyable, Julien. Bellini-Dubois. La tradition et l'avenir, » dit-il, répétant les mots qu'elle avait traduits ce premier soir. Il s'avère que nous n'avions pas seulement besoin de leur technologie. Nous avions besoin de leur sagesse pour déverrouiller la nôtre. Et l'héritage de mon père n'était pas un échec non plus. Il attendait juste le bon traducteur. Ce fut un moment de pleine réalisation pour Amélie. Elle n'avait pas seulement sauvé un accord. Elle n'avait pas seulement trouvé sa place. Elle avait participé à la rédemption de 2 héritages, celui d'Enzo et celui d'Arthur. Elle avait aidé à prouver que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la faillite ou au succès de son vivant, mais à l'impact de son caractère et de ses rêves sur les générations futures. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle quittait le bureau, elle passa devant la salle du conseil. La lumière était allumée. À l'intérieur, seul, Julien Dubois se tenait devant un grand tableau blanc. Il n'y avait pas de chiffres ou de graphiques dessus. Il y avait seulement 4 mots, écrits de sa main énergique, « N'oubliez jamais la bonté ». Amélie sourit. L'âme de l'entreprise n'était plus seulement sous sa garde. Elle commençait à parler d'elle-même. Elle avait traduit avec succès le langage du cœur dans le langage des affaires, et le résultat était plus innovant et plus rentable que quiconque n'aurait jamais pu l'imaginer. Sa propre histoire, elle le réalisa, n'était pas seulement celle d'une serveuse devenue directrice. C'était la preuve vivante que la chose la plus précieuse au monde n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on comprend. Et la véritable compréhension, le véritable lien, est la seule chose qui dure vraiment un siècle. 1 an après le début de sa nouvelle vie, Amélie se tenait sur la même terrasse en Toscane où elle avait eu sa première vidéoconférence avec les Bellini. Le soleil de fin d'après-midi baignait le paysage de lumière dorée. Mais cette fois, elle n'était pas là pour le travail. Elle était là pour une célébration. La cour de la Villa Bellini était remplie de gens. Des ingénieurs de Paris discutaient en français et en italien approximatif avec des artisans de l'usine. Des familles du village se mêlaient au cadre de Dubois. Au centre de tout cela, Vittorio Bellini, rayonnant, levait son verre. « À Bellini-Dubois », déclara-t-il, sa voix résonnant dans la cour. « Et à la femme qui nous a rappelé que nos entreprises, comme les chaises de nos grands-pères, ne sont pas faites de calculs, mais de bois et de cœur. » À Amélie Russo. Des applaudissements éclatèrent. Amélie, debout à côté de Julien Dubois, sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle leva son propre verre, croisant le regard de Vittorio, de Marco, de Paolo, de Thomas, et de dizaines d'autres visages qui étaient devenus sa nouvelle famille élargie. Plus tard, alors que la fête battait son plein, elle s'éloigna de la foule pour un moment de calme. Elle regarda les collines, pensant au chemin parcouru. Elle n'était plus la jeune femme invisible qui débarrassait les tables. Elle était une bâtisseuse de ponts, une créatrice de liens. Elle avait trouvé sa vocation non pas en abandonnant son passé, mais en l'embrassant pleinement. Julien Dubois la rejoignit, un verre de vin à la main. Ils restèrent en silence pendant un moment, regardant le coucher du soleil. « C'est un succès, » dit-il enfin. « Plus que ce que j'aurais pu imaginer. L'alliage de mon père, que nous avons baptisé l'alliage Arthur Enzo, est en phase de test. Il va révolutionner l'aérospatiale.
Tout cela, grâce à vous. Grâce à nos grands-pères, corrigea doucement Amélie. Nous ne faisons que récolter ce qu'ils ont semé. Il hocha la tête, une lueur de respect sincère dans ses yeux. J'ai une proposition pour vous. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité. Nous voulons vous nommer PDG de la division Bellini-Dubois. Pas seulement directrice de l'intégration. La patronne. Amélie fut prise au dépourvu. PDG. Le titre semblait encore plus intimidant que celui de directrice. Mais la peur fut rapidement remplacée par une certitude calme. Elle savait qu'elle pouvait le faire. Elle avait passé l'année écoulée à apprendre chaque rouage de cette nouvelle entité. Plus important encore, elle en comprenait le cœur. Elle se tourna vers Dubois, le soleil couchant se reflétant dans ses yeux. « J'accepte, dit-elle, à une condition. » Dubois haussa un sourcil. « Laquelle ? » « Le siège social de la division ne sera pas à Paris. Il sera ici, entre l'usine et le village. Nous construirons un centre de recherche et de développement qui honorera la tradition tout en stimulant l'innovation. Un endroit où les Paolo et les Thomas du monde pourront travailler côte à côte. » Dubois la regarda, un lent sourire se dessinant sur son visage. « Un pont, dit-il. Vous construisez toujours des ponts. »« C'est ce que font les Russo, » répondit Amélie. L'accord fut scellé par une poignée de main, non pas dans une salle de conférence stérile, mais sous le ciel toscan, au son des rires et de la musique. L'histoire d'Amélie Russo avait bouclé la boucle, revenant à la terre de son grand-père, non pas comme la fin d'un voyage, mais comme le début d'un héritage encore plus grand. Elle avait prouvé que le langage le plus puissant n'est pas l'italien ou le français, mais celui de l'empathie, du respect et du courage. Et dans ce langage, elle était devenue parfaitement fluide.